à tous, on se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon, quoique un peu déprimant, parce que c'était le dernier week-end avant la reprise du travail. Donc comment vous dire que j'étais un petit peu, voilà, le moral dans les chaussettes, hein, n'est-ce pas? Parce qu'après avoir passé 2 semaines à la maison à lire, c'était très compliqué de se dire que le lundi allait redevenir un lundi normal et travailler. Mais bon, écoutez, j'ai repris en tout cas forme humaine, hein, comme vous pouvez le voir. Mais pour me remonter le moral, du coup, ce week-end, nous sommes allés avec Sophie faire le tour des librairies à Metz. Mais ça, je vous ai tout expliqué dans le précédent vlog que je vous mettrai juste ici. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Et j'avais clôturé ce précédent vlog sur un petit suspense, hein, n'est-ce pas? Parce que donc je vous avais dit que j'avais fait les librairies avec ma copine Sophie et que j'avais acheté pas mal de choses, mais je ne vous avais pas présenté mes achats, je ne vous avais pas fait de book haul, donc du coup je vais remédier à cela tout de suite. Juste avant de faire mon petit book haul, j'ai une petite question à vous poser, parce que je me suis dit, est-ce que vous aimez avoir des petits book hauls? Donc quand je vais faire voilà, une petite sortie en librairie, très souvent j'achète, bon très souvent, bon non, si on va pas se mentir, très souvent. J'achète des livres et je vous les présente à chaque fois ici en vlog. Et je me demandais, je me posais la question, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des vidéos à part, des vidéos dédiées au book haul? Donc ici, je vous dirais, voilà, je suis passée en librairie, j'ai acheté, je ne sais pas, 3-4 livres. Et puis que je vous tourne une vidéo spéciale book haul que je vous posterai sur ma chaîne, donc YouTube. Je sais pas si c'est le genre de format qui vous intéresserait ou si vous préférez, bah voilà, avoir un vlog, me suivre au gré de mes aventures pendant toute la semaine, au fil de mes aventures plutôt, durant toute la semaine, et que bah, je vous présente mes lectures, mes achats, etc. Donc dites-moi dans les commentaires si, ce que vous en pensez, si vous voulez une vidéo à chaque fois dédiée au book haul, ou si j'intègre ces plans dans mes vlogs de la semaine. Donc, bah, comme vous pouvez pas me répondre là maintenant tout de suite, eh bien je vais vous présenter mes achats dans ce vlog-ci, du coup. Donc voilà. Alors, pour commencer, j'ai reçu 2 livres de la part de Sophie. J'ai d'abord reçu le Tokyo Vice de Jack Adelstein. Voilà, dont la couverture est relativement sympathique et surtout très mystérieuse en fait. Et quand on lit le résumé, ça donne très envie. Donc, vous supprimez cet article ou c'est vous qu'on supprime? Derrière la fumée de sa cigarette, Jack n'est pas vraiment en position de négocier. Premier journaliste occidental à travailler pour le quotidien japonais Yomiuri Shimbun, il court après les bons sujets. Et là, il en tient un. Un sérieux, un fumeux, un dangereux. Le yakuza le plus célèbre du Japon s'est fait opérer secrètement aux États-Unis. L'article vaut son pesant d'or. La mafia japonaise le sait. Et elle ne fera pas de cadeau à Jake. Je vous l'ai dit, ça donne très envie ce bouquin. Donc Sophie m'a pris ça, m'a offert ce petit bouquin. Comme elle sait que je suis fan du Japon, ben forcément le titre l'a attiré et le résumé l'a intrigué, tout comme moi d'ailleurs. Ça me donne très envie, très envie de le découvrir bientôt. Et le deuxième livre qu'elle m'a offert, c'est L'inconnu du portrait de Camille de Peretti. Voilà, donc ça, forcément, je suis historienne de l'art, ça parle d'histoire de l'art, de portraits, de tableaux perdus, et non pas de tableaux perdus, de tableaux plutôt mystérieux, et bah forcément ça, voilà, Sophie a fortement pensé à moi, en le voyant. Alors, peint à Vienne en 1910, le tableau de Gustav Klimt, Portrait d'une dame, est acheté par un collectionneur anonyme en 1916, retouché par le maître un an plus tard, puis volé en 1997, avant de réapparaître en 2019 dans les jardins d'un musée d'art moderne en Italie. Aucun expert en art, aucun conservateur de musée, aucun enquêteur de police ne sait qui était la jeune femme représentée sur le tableau, ni quel mystère entoure l'histoire mouvementée de son portrait. Des rues de Vienne de 1900 au Texas des années 1980, du Manhattan de la Grande Dépression à l'Italie contemporaine, Camille de Peretti imagine la destinée de cette jeune femme ainsi que celle de ses descendants. Une fresque magistrale où se mêlent secrets de famille, succès éclatant, amour contrarié, disparition et drame retentissant. Encore une fois, un résumé qui me fait fortement envie, donc une histoire saga familiale, secret de famille, plein de mystères.
autour d'un portrait, autour d'une œuvre d'art. Que demander de plus, hein, franchement. Et je remarque que je suis bien assortie à ce livre. Ouais, mais j'aurais dû faire un petit chignon d'ailleurs. Donc, voilà pour le deuxième livre que Sophie m'a offert. Passons maintenant du coup aux achats. Alors, je vais continuer dans les livres. Je m'en suis également offert 2. Alors, j'ai pris celui-ci qui est la suite de Tant que le café est encore chaud. Attendez, je vais vous le montrer. Je vais juste bouger mes Funko Pop Avatar pour pas tout faire tomber. Parce que je ne veux pas les abîmer. Voilà, donc ce tome-ci, donc le café du temps retrouvé de Toshikatsu Kawaguchi, c'est la suite de Tant que le café est encore chaud, que je vous avais d'ailleurs présenté dans ma vidéo de retour du Japon, que je vous mettrai juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, on est dans la suite. Donc, on retourne en fait au café Tokyo 8, donc Funikuli Funikula, qui est entouré d'une petite légende. Apparemment, il serait possible de voyager dans le temps dans ce petit café Funikuli Funikula, donc qui se situe à Tokyo. Et cette idée, forcément, elle séduit les clients et donc certains osent s'y aventurer pour voir si c'est véritablement possible de voyager dans le passé. Alors, bien évidemment, bah oui, hein, c'est possible. Hein. Franchement, c'est pas du tout un spoil. Et en fait, il y a des conditions qui entourent ce voyage dans le temps. Mais ça, je vous laisserai les découvrir dans Tant que le café est encore chaud. Et donc ici, c'est la suite, en fait. Donc je ne vais pas vous lire le résumé. Même si je pense qu'il est pas trop spoilant. Parce que je pense qu'on doit être dans une toute autre histoire. Enfin, en tout cas, en fait, Tant que le café est encore chaud, donc celui-là, hein, c'est un roman choral, donc on va suivre plusieurs personnages qui vont voyager dans le temps et qui vont vivre une expérience et on va dire en retirer des leçons, entre guillemets. Je suppose qu'en fait ici c'est un peu la même chose. On va retrouver mais d'autres personnages cette fois-ci qui vont effectuer la même chose, donc le voyage dans le temps. Donc je ne lis pas le résumé pour ne pas me spoiler, pour ne pas vous spoiler, mais en tout cas sachez que c'est une saga, ou en tout cas le premier tome, que j'ai fortement apprécié et que je vous recommande chaudement. Donc voilà pour ce livre qui rejoint ma palle. Et j'ai également pris un autre roman. Elle s'appelait Sarah de Tatiana Deroné. Alors, ce livre, j'ai envie de le lire depuis extrêmement longtemps. Alors, je ne sais plus en quelle année le film est sorti parce que ce livre a été adapté en film et la bande-annonce de ce film me donnait extrêmement envie. Sauf que je n'ai pas été le voir au cinéma, je ne l'ai pas regardé depuis. Et en fait, à l'époque où le film était sorti, bien évidemment en librairie, on voyait le livre partout, hein, parce que les maisons d'édition en profitent quand il y a un film qui est adapté d'un livre pour ressortir le livre avec la fameuse affiche du film sur la couverture que je trouve à chaque fois horrible. C'est pas celle-là, hein. Ça c'est pas la couverture, enfin l'affiche du film. Mais je me souviens à l'époque, il y avait donc l'affiche du film sur la couverture et c'est comme ça du coup que j'ai appris que le film était tiré d'un livre et il m'avait toujours tenté. Je m'étais toujours dit un jour je vais le lire, mais vu la thématique du livre, je savais très bien que ça allait potentiellement m'émouvoir, potentiellement me faire monter les larmes aux yeux. Et moi, quand je sais qu'un roman est triste, j'avoue que j'ai pas trop envie d'y aller. La lecture pour moi est véritablement un moyen de me détendre, un moyen de me changer les idées. Et c'est vrai que si je sais que je vais pleurer ou que je vais passer un moment très très triste, qui va beaucoup m'émouvoir, etc., j'ai tendance à me protéger à ce point de vue-là. Mais mine de rien, il était toujours resté dans un coin de ma tête et je m'étais toujours dit que c'était un livre que j'aimerais lire. Et là, quand nous sommes allés donc, à Metz avec Sophie, elle me l'a vendu. Elle m'a dit que c'était un livre qu'elle avait adoré, qui l'avait beaucoup marqué. Et donc, je me suis dit, bon, vas-y, il est là, Sophie m'en a parlé, je le prends. Allez, c'est le moment, c'est l'instant. Et le fait de l'avoir dans ma palle me poussera sans doute à l'y sortir, peut-être pas demain ni après-demain, mais bientôt. Je vais vous lire le résumé du coup pour que vous sachiez de quoi ça parle. Donc Paris, juillet 1942. Sarah, une fillette de 10 ans qui porte l'étoile jaune, est arrêtée avec ses parents par la police française au milieu de la nuit. Paniquée,
Elle met son petit frère à l'abri en lui promettant de revenir le libérer dès que possible. Paris, mai 2002. Julia Yarmond, une journaliste américaine mariée à un Français, doit couvrir la commémoration de la rafle du Val d'Ive. 60 ans après, son chemin va croiser celui de Sarah, et sa vie changera à jamais. Elle s'appelait Sarah, c'est l'histoire de 2 familles que lie un terrible secret. C'est aussi l'évocation d'une des pages les plus sombres de l'occupation. Un roman bouleversant sur la culpabilité et le devoir de mémoire qui connaît un succès international avec des traductions dans une vingtaine de pays. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, un sujet quand même relativement lourd. On va tourner autour donc de la Seconde Guerre mondiale, de la rafle du Val d'Ive, hein, et de tous ces événements tragiques qui se sont produits à cette époque. Moi, c'est vrai que je suis passionnée par la Seconde Guerre mondiale, je suis passionnée par cette époque. Un petit peu parce que je m'étonne toujours en fait que certaines personnes ont eu une cruauté extrême, ont voulu véritablement exterminer et faire souffrir un tas de personnes. Et j'avoue que c'est peut-être une petite fascination morbide de ma part, j'en sais rien, mais c'est vrai que je ne comprends pas en fait comment on a pu en arriver là. Mais bon, quand on voit les horreurs qui se passent en cet instant même dans d'autres parties du globe, on se dit que bon bah au final l'humain est une créature quand même très ambivalente, complexe et peut être aussi bonne que mauvaise. Mais voilà, moi c'est toujours en tout cas les romans qui tournent autour de la Seconde Guerre mondiale, autour de l'histoire des Juifs, des camps de concentration et de toute cette bataille entre résistants et les méchants, pour pas prononcer leur nom, comme Voldemort. Ah non, merde. Ah mince. Bon, c'est pas grave. Je mettrai un petit bip. Non mais bon, blague à part, voilà, c'est en tout cas une période de l'histoire qui m'a toujours fortement intriguée, qui m'a toujours fortement intéressée. Enfin bref, voilà. Donc c'est un roman qui me tente bien et qui rejoint enfin ma palle après pas mal d'années d'attente sur ma wishlist. Ensuite, alors là on va passer à des tout autres livres parce que je me suis pris une petite folie. Je me suis acheté pas mal de BD et de romans graphiques. C'est vraiment un genre en fait que j'aimerais bien lire un peu plus. J'ai déjà lu pas mal de BD l'année passée, en 2024, mais j'aimerais bien en lire encore un peu plus en 2025. Donc, le premier BD/roman graphique que j'ai c'est « Et à la fin, il meurt » de Lou Luby. Alors ça, c'est un livre que j'ai vu passer énormément sur Instagram. J'en ai entendu que du positif. Et en plus, on va pas se mentir, le livre-objet, il est juste magnifique. Franchement, c'est une beauté. Les graphismes à l'intérieur sont également super beaux. Je vais essayer de prendre une page... ouais, bon, par exemple. Voilà, j'aime vraiment bien la mise en page, j'aime vraiment bien les graphismes, pardon. Je trouve que c'est un très très beau livre-objet. Et en plus, ben, comme j'en entends que du positif, à chaque fois que je le croise, que je le vois en librairie, il me donne toujours envie de l'acheter. Et donc là, je me suis dit, allez, c'est le moment, c'est l'instant, YOLO, on est là pour faire des folies. Alors, donc du coup, de quoi ça parle? Quel terrible secret cachent les contes de fées? Derrière leur réputation d'histoire un peu naïve, les contes ont des racines sombres et anciennes. Aujourd'hui édulcorées, les versions originelles osaient le meilleur comme le pire. Des princes pas si charmants, réponse vendue contre une botte de persil, et Cendrillon qui décapite sec sa belle-mère. En décapant avec humour ces récits d'autrefois, Lou Luby pose une question d'éthique, violence, sexisme, racisme. Les contes sont-ils encore adaptés à notre époque? Voilà, donc un petit roman à la fois humoristique, à la fois éducatif et peut-être un peu moralisateur, entre guillemets. Enfin, pas moralisateur, mais qui va nous faire réfléchir, qui va nous faire penser sur certaines thématiques importantes. Voilà, donc un petit livre qui rejoint ma palle, qui me donnait vraiment fortement envie depuis longtemps et qui est magnifique. Parfait. Alors, ensuite... j'ai pris un autre roman graphique que j'ai aussi vu énormément passer sur Instagram et pareil, qui me donnait trop envie. Beaucoup de retours positifs également au sujet de ce roman graphique. Donc c'est La dernière nuit d'Anne Bonny de Claire Richard et Alvi Ramirez. Donc
Moi, faut savoir, je suis une grande fan des pirates. J'adore les pirates. Clairement, je vais pas mentir, c'est depuis Pirates des Caraïbes que j'ai vu quand j'étais adolescente. Hein. C'est bon, déjà ça, plus la famille pirate, le dessin animé que je regardais quand j'étais petite, plus, enfin bref. C'est véritablement un monde qui me fascine depuis toute petite, mais qui s'est encore accentué, cette fascination, depuis Pirates des Caraïbes. Et il y a véritablement une figure que j'apprécie dans les pirates, c'est les pirates féminines. Et ça, on entend très très peu parler. On n'a pas beaucoup d'histoires en fait sur les pirates femmes, ou les femmes dans la piraterie, les femmes parmi les corsaires, etc. On n'en entend pas, pardon, beaucoup parler. Et du coup, là, quand j'ai vu que c'était une BD dédiée à une femme pirate, ça me tentait bien. Et le résumé aussi, parce qu'il dit: ce soir, la mort est venue voir Anne Bonny, ancienne pirate des mers du Sud, reconvertie en maquerelle impitoyable. La mort lui laisse une nuit pour raconter son histoire. Comment une bâtarde irlandaise a traversé les mers pour arriver dans les Caraïbes, comment la solitude et le courage l'ont menée de l'Irlande au Nouveau Monde, des champs de coton au bateau pirate, de la maison de son père à la liberté et à l'amour, avec le capitaine Jack Rackham. Ouh, Rackham le rouge, comme dans Tintin. Ouh. Bref, c'est parce que je suis une grande fan de Tintin aussi. Le meilleur BD au monde. Bref, donc je disais une histoire d'amour avec Jack Rackham. Une histoire si captivante que même la mort s'arrête en l'écoutant. Mais faut-il croire absolument tout ce que Anne raconte ? Ah, ça me donne trop envie, j'ai trop envie de la sortir rapidement de ma palle et de m'y plonger. Les graphismes aussi, ils sont beaux, je trouve. Vraiment bien mis. C'est beau. C'est beau, ça parle de pirates, ça parle peut-être de mensonges, d'inventions, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une BD, un roman graphique qui me donnait fortement envie. Ensuite, alors là, on part sur un craquage pur et dur. J'ai pris le premier tome, le Château des Animaux de Delep et d'Horizon, voilà, de ces deux personnes. Et en fait, pourquoi j'ai pris cette BD ? Tout simplement parce que j'avais flashé sur la couverture du tome 2. Donc le tome 2, il y avait le petit chat qui est juste ici. Je pense que c'est celui-là également. Alors oui, j'avoue, encore une fois, j'ai acheté un livre à cause d'un chat qu'il y a sur la couverture. Je sais, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Mais bon, en même temps, il était trop mignon. Et la couverture du tome 2, elle est juste sublime. Je vous la mettrai juste ici pour que vous puissiez la voir, mais elle est belle, n'est-ce pas ? En tout cas, moi, je l'ai trouvée trop magnifique. Et du coup, ça m'a donné envie de commencer cette saga. Je ne sais pas combien il y a de tomes. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y en a que 3. Non, il y en a que... Oui, non, il y en avait 3, hein. Je pense qu'il y en avait 3 en librairie. Et là, je vois qu'il y a le tome 4 qui doit paraître. Donc, je ne sais pas s'il est sorti. Je vous mettrai bien évidemment les informations ici, comme d'habitude. Mais en tout cas, voilà, Voilà, j'ai eu envie de commencer cette saga à cause de la couverture du tome 2. Donc du coup, de quoi ça parle ? Ah oui, bien évidemment aussi, j'ai lu le résumé, j'ai feuilleté un petit peu la BD, l'histoire me donnait envie et j'aimais bien également ce qu'il y avait à l'intérieur, donc ceci explique cela. Bien évidemment, si l'histoire ne m'intéressait pas ou si je trouvais la BD moche, je ne l'aurais pas prise, même s'il y avait un chat. Croyez-moi, si, croyez-moi. Non, c'est vrai, croyez-moi. Bon, résumé. Alors, les hommes sont partis. Dans le château, il ne reste plus que les animaux. Poules, chèvres, ânes et moutons s'épuisent à la tâche pour le prestige du président Silvio et sa cruelle milice de chiens. La dictature et la terreur règnent, à moins que certains animaux ne décident d'entrer en résistance. Trop bien. Donc, je suppose que le seigneur, c'est cette espèce de vache, de taureau, de buffle, je ne sais pas. De ça, bête à cornes et à poils, les chiens et le petit chat qui va bien évidemment, je suppose, entrer en résistance. Petit chat. Voilà, donc au niveau des dessins, voilà à quoi ça ressemble. C'est pas la plus, on va pas se mentir, c'est pas la plus belle BD, je trouve. Surtout que moi, je vous en ai parlé dans un de mes précédents vlogs, moi c'est véritablement la ligne claire qui me plaît le plus en BD. Hein, Tintin, tout ça, c'est ce que j'adore. Mais c'est vrai que parfois des BD un petit peu plus réalistes ou un peu plus, je sais pas, un peu plus travaillées,
si on peut dire. J'apprécie tout parti, enfin j'apprécie, j'aime bien aussi quoi. Et là je trouvais que les dessins étaient quand même particulièrement beaux, donc voilà, autre BD que j'ai embarqué. Et sinon, dernière chose que j'ai pris avec moi, j'ai pris 3 BD mais de la même saga, la saga Un putain de salopard, donc le tome 2, le tome 3 et le tome 4 qui font la suite et fin de la saga que j'ai commencé le 26 décembre, il me semble. En tout cas, je vous ai parlé du premier tome et je vous ai déjà donné mon avis à son sujet dans un précédent vlog que je vous mettrai du coup juste ici. Alors dans Un putain de salopard, donc de Régis Loisel et Olivier Pont, donc Olivier Pont c'est le dessinateur et Régis Loisel c'est celui qui a fait l'histoire, hein, le scénario. C'est du coup la saga amazonienne parce qu'on est au Brésil dans les années 70 et en fait on va suivre Max qui est à la recherche de ses origines, à la recherche de son père. Sa mère est décédée, elle a déménagé du Brésil et ne lui a jamais dit qui était son père, et lui en rangeant les affaires de sa mère il a découvert 2 photos avec 2 hommes différents et donc il suppose que l'un d'eux est son père et donc il veut découvrir lequel est-ce et qui est-il, qu'a-t-il fait de sa vie et pourquoi sa mère s'est enfuie sans jamais rien lui dire à propos de son père. Et en parallèle, on va suivre 3 copines, dont 2 infirmières, qui vont travailler dans un dispensaire en pleine jungle. Et elles vont soigner une demoiselle qui a été blessée par balle. Et puis, elles vont remarquer que le fait que cette demoiselle a été soignée et qu'elle soit en vie, est un petit peu problématique. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour vous laisser le suspense entier et vous donner envie, en tout cas je l'espère que je vous ai donné envie de découvrir cette saga. En tout cas moi j'avais particulièrement accroché avec le tome 1, donc c'est une BD, donc un thriller mis en BD et j'avais totalement accroché, donc voilà. J'ai pris la suite, c'est une saga donc composée de 4 tomes et donc je vais me faire un plaisir de la continuer et la terminer prochainement. Donc voilà pour mes achats, maintenant vous savez tout, donc ah oui, non, il y a un dernier truc que j'ai acheté et je vous en ai pas parlé, en tout cas dans ce vlog-ci, mais je vous en ai parlé dans le vlog précédent, c'est que je m'étais également pris le 3e tome de la saga Mortel Adèle, donc c'est pas de ma faute, c'est pas ma faute, pardon. Voilà, je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé dans le précédent vlog, donc je ne vous en dis pas plus à son sujet ici. Mais c'est trop bien Mortel Adèle. Même si c'est pour les enfants, c'est trop bien. Voilà donc pour mes achats. Maintenant, vous savez vraiment tout. Je vais passer maintenant à un update lecture. Parce que la dernière fois que je vous avais pris, j'étais en pleine lecture de Elle et son chat. Donc ce livre-ci de Makoto Shinkai et Naruki Nagakawa. Qui est donc un roman japonais, c'est un roman choral dans lequel en fait on va suivre... En fait j'ai remarqué que ce que je vous avais dit dans le précédent vlog, je vous avais fait un petit résumé parce que je l'avais commencé, oubliez ce que je vous ai dit, vraiment oubliez, c'est pas du tout ça. Enfin si, le début c'est ce que je vous ai expliqué, donc on va suivre Miyu et son chat Shobi, mais on va suivre également d'autres chats comme Mimi, comme Kuro, si je ne dis pas de bêtises, comme Cookie et d'autres femmes. Et donc je ne vais pas vous citer tous les noms, mais en tout cas en fait c'est un roman choral où on va suivre plusieurs chats et leur maîtresse. Et à chaque fois on va suivre donc leur vie, donc on va alterner entre souvent la maîtresse et son chat, puis des chapitres plus loin une autre maîtresse et son chat, puis des chapitres plus loin une autre maîtresse et son chat, et en fait ces 4 personnages humains et ces 4 personnages félins s'entrecroisent l'un et l'autre dans les différentes histoires parce qu'en fait ils font tous partie d'un même quartier, ils se côtoient à un moment ou à un autre et on va suivre leur quotidien, on va suivre leur histoire, et en fait c'est un roman donc qui n'a pas nécessairement de début, qui n'a pas nécessairement de fin. En fait c'est véritablement un instant de la vie de chacun où elles vont vivre à chaque fois les maîtresses une épreuve et les chats vont les accompagner à travers cette épreuve et vont potentiellement résoudre leurs problèmes ou en tout cas vont essayer de leur apporter du bonheur, et on va voir comment en fait les humains, donc les maîtresses, influencent la vie des chats et comment ces chats influencent la vie de leur maîtresse. Franchement c'est un roman assez sympa, ça n'a pas vraiment de conclusion, ça n'a pas vraiment de début,
Voilà, c'est un moment suspendu, mais qui est très agréable à suivre. C'est vraiment bien écrit, on est bien dedans, ça se lit extrêmement vite. On va aborder des thématiques importantes, comme par exemple, dans la première histoire, Miou, elle est célibataire, elle sait pas trop en fait... Enfin, elle est pas vraiment célibataire, elle croit qu'elle est en couple, mais voilà, elle a du mal à se positionner avec le garçon qu'elle aime. Ensuite, il va avoir une thématique qui va tourner autour de l'amitié, sous toutes ses formes, les cassures d'amitié, mais les amitiés extrêmement profondes qui peuvent se nouer au fur et à mesure du temps entre des personnes parfois qui, soit d'apparence, n'ont rien en commun, ou en tout cas qui n'ont pas envie au début d'être amis. Voilà. Et d'autres thématiques comme par exemple la dépression, le repli sur soi, etc. Et du côté des chats, on va vivre un petit peu les différents univers félins. On va suivre des chats qui sont entièrement des chats d'intérieur. On va suivre des chats qui sont à la fois des chats d'intérieur et également des chats de gouttière, ou des chats 100% gouttière, des chatons, des chats plus matures. Voilà, c'est véritablement un panel de personnages, aussi bien à quatre pattes que sur deux pieds. Et je trouvais que c'était vraiment une bouffée de fraîcheur, ce roman. C'était agréable à lire, c'était vraiment... c'est pas un coup de cœur, mais ça m'a fait du bien de me plonger là-dedans. Comme à chaque fois, moi, les romans japonais, j'adore leur style un petit peu suspendu. C'est des instants suspendus, c'est des styles assez particuliers, très pudiques, mais à la fois très profonds, qui abordent des bonnes thématiques. Et même s'il n'y a pas véritablement de morale dans celui-là, je trouve qu'il y avait des belles citations, des belles réflexions, et j'ai bien aimé, quoi. Je trouvais que c'était vraiment un chouette livre. Et si vous êtes des amoureux des chats, bien évidemment, je ne peux que vous recommander ce livre. Hein. On suit 4 petits matous, on en rencontre également d'autres, qui sont tous particuliers, qui ont tous leur caractère propre, mais qui sont tous hyper attachants, et on a trop envie d'aller leur faire des gros câlins. Voilà, donc pour ma lecture, je l'ai terminée hier. Et donc hier soir, j'ai commencé un nouveau livre. Et ce livre, c'est... Alors, je sais pas comment on le prononce, Mort, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ça, donc de Johanna Gustafsson. Donc ce livre-ci, c'est une suite, c'est la suite de Bloc 46. Voilà, c'est la suite de ce livre-ci que j'ai lu l'année dernière. Donc voilà, on voit carrément que c'est de la même famille, hein, voilà. J'avais énormément aimé Bloc 46. Alors ça n'avait pas été un coup de cœur, mais ça avait été une excellente lecture. Je trouvais que Johanna Gustafsson, elle avait réussi à maîtriser à la perfection son suspense. En fait, c'est des livres qui ont une double temporalité. Ici, on va être à la fois en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. On retrouve la même thématique que tout à l'heure. Et donc, dans début des années 2000, peut-être en 2000... Enfin, début des années 2000, non, mais début des années 2010 plutôt. Voilà, 2014, c'est ça. En 2014, on va être en Suède et à Londres, je pense, également. Attendez. Oui, c'est ça, à Londres. Et en fait, il va y avoir des meurtres qui vont survenir à Londres et en Suède. Et les meurtres vont être perpétrés selon un même mode opératoire. Mais la seule chose, c'est que c'est pas possible que le tueur s'est déplacé. Et donc, on se pose des questions. Est-ce un copycat? Est-ce deux tueurs qui tuent dans deux endroits différents? Voilà, on se pose plein de questions et donc on va avoir deux dames, Emily et Alexis Castel, voilà, Emily Roy et Alexis Castel qui vont enquêter. Donc Emily, elle est profileuse et Alexis, elle est journaliste, non, elle est écrivaine spécialisée dans les tueurs en série. Et donc, toutes les deux vont un peu mener l'enquête, ou en tout cas vont aider la police, assister la police, suivre la police pour résoudre ce mystère. Et j'avais véritablement adoré en fait comment Johanna Gustafsson avait tissé des liens peu à peu entre l'histoire du passé et l'histoire du présent, parce qu'en fait on ne comprend pas très bien les liens qui peuvent unir les deux histoires. C'est assez flou, et en fait au plus on avance dans l'histoire, au plus on découvre en fait que les liens, et le final était vraiment surprenant. Moi je me souviens que je l'avais vu venir, mais à 1 ou 2 pages de la révélation. J'avais trouvé la révélation finale incroyable, je trouvais que c'était original, j'avais été vraiment tenue en haleine de A à Z, c'est extrêmement bien écrit, les personnages sont
très crédible, c'est prenant, enfin bref, ça avait été véritablement une excellente lecture. Et donc, bah forcément, je me réjouis, voilà, je me réjouis énormément de replonger dans l'univers de cette autrice. Donc ici, on est toujours à Londres, mais cette fois-ci à l'époque de Jack l'Éventreur, donc fin 19e, plus précisément en 1888. Donc on va suivre, oui, on va être véritablement dans le giron de Jacques l'Éventreur, de Jacques, de Jack plutôt. Donc l'éventreur qui donc commet ses crimes, hein, et dans le présent, donc cette fois-ci on est quelques années plus tard, on est en 2015, un an plus tard, toujours à Londres et en Suède également, il va avoir des meurtres qui ont été réalisés, ou en tout cas là où j'en suis, il y a un meurtre qui a été découvert et une actrice qui a disparu à Londres. Voilà. Et bah je suppose qu'encore une fois, des liens vont se tisser peu à peu entre l'histoire du passé et l'histoire du présent, qu'il va y avoir un lien entre les crimes de Jacques, l'éventreur, et les crimes qui se déroulent donc en 2015. Et on va retrouver également nos deux personnages principaux, donc Emily Roy et Alexis Castel. Et j'ai véritablement hâte de retrouver ce duo, parce que j'avais vraiment bien aimé ces personnages dans le premier livre. Et en tout cas, là, j'ai lu 58 pages sur 361. Donc voilà, j'ai lu ça pour l'instant et j'avance bien. Donc j'ai lu un petit peu j'ai lu un petit peu hier et aujourd'hui. Et franchement, je trouve que c'est addictif, c'est prenant. Et je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me mettre en pyjama, me mettre dans mon lit ou dans mon... Ah, je vais peut-être prendre un petit bain là. Ah ouais, peut-être prendre un petit bain. Et franchement, j'ai juste trop envie de le continuer. Donc voilà, moi, je vais y aller. Je vous en dirai plus, bien évidemment, dans le courant de la semaine où on verra hein, à quel rythme je lis ce livre. Mais en tout cas, ouais, je vais vous laisser au plus vite pour aller le continuer. Je vous dis donc à plus tard. Pour clôturer cette 40e semaine de vlog. Alors j'ai pas grand chose à vous dire hein, pour clôturer ce vlog, tout simplement parce que je suis toujours dans ma lecture de Mur, je sais toujours pas comment on le prononce, de Johanna Gustafsson. J'ai pas des masses avancées, hein, pardon. C'est, voilà, j'ai pas beaucoup lu ce week-end, j'ai eu pas mal de choses à faire. Je vous ai notamment filmé une vidéo, donc ma vidéo bilan de mon année 2024, qui est déjà sortie à l'heure où je vous parle, là, maintenant tout de suite. Donc je vous mettrai cette vidéo juste ici dans le petit i pour que vous puissiez aller la voir après avoir terminé ce vlog, bien entendu. Oui, voilà, donc je suis toujours dans ma lecture. J'ai pas des masses lues, j'ai quand même bien avancé, hein. J'ai lu, attendez, hop, 200 pages, donc j'ai dépassé la moitié du livre, voilà.
Je trouve que ce récit est toujours aussi agréable. Alors j'avoue, je sais plus trop ce que je vous ai dit dans le précédent rush, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à cette lecture. Donc on est dans une double temporalité. On est dans le Londres du 19e siècle, au moment où Jack l'Éventreur sévit donc dans les rues de Whitechapel. Et parallèlement, donc on est pas me fouetter non plus, hein. Parallèlement, on est dans donc le Londres et également en Suède en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça, oui, 2015. Et en fait, on va avoir des crimes qui vont être perpétrés et on se doute bien qu'il va avoir un lien entre l'histoire donc du passé et l'histoire du présent, mais laquelle pour l'instant c'est encore totalement flou, et c'est ce que j'apprécie véritablement dans les livres de Johanna Gustafsson. Donc jusqu'à présent je n'en ai lu qu'un, donc qui est bloc 46, que je vous ai présenté dans le rush précédent. Et en fait, ce que j'aime particulièrement, c'est que pour l'instant, on ne sait pas encore trop où l'autrice va nous mener. Pourquoi est-ce qu'il y a deux temporalités? Et en fait, on avance au fur et à mesure. Donc, on a commencé l'histoire du passé à Londres au 19e siècle. Et en fait, on va évoluer dans le temps. On va également changer de lieu. Et je suppose que à la fin, les deux récits vont se rejoindre et on va comprendre le lien entre le passé et le présent. Il y a encore beaucoup de mystères également en ce qui concerne l'histoire du présent. On est sur une enquête qui, je trouve, s'épaissit au plus on avance. Et donc, je suppose que l'histoire du passé va peu à peu amener son éclairage sur l'histoire du présent et on va comprendre en fait les tenants et aboutissants de cette enquête. Donc j'ai hâte d'avancer, j'ai hâte de continuer cette histoire. Je trouve que la plume de Johanna Gustafsson, elle est hyper agréable, c'est extrêmement fluide, elle manie bien le suspense, les chapitres sont relativement courts, donc du coup on les fait défiler facilement. J'aime bien dire l'expression on les bouffe facilement, mais j'avoue que c'est un peu... c'est pas très présentable à la télévision, hein. Non mais voilà, c'est des chapitres qui s'enchaînent extrêmement rapidement, c'est très agréable. J'aime bien également la dose d'humour qu'elle place dans son récit. Donc on n'est pas non plus à rire à gorge déployée, hein, mais il y a de temps en temps comme ça quelques petits échanges, quelques petits punchlines et quelques réactions de personnages qui sont vraiment assez rigolotes. Donc j'aime bien son humour, j'aime bien sa plume, j'aime bien ses personnages, je trouve qu'ils sont extrêmement bien travaillés. Donc on suit principalement Emily Roy qui est donc profileuse et Alexis Castel qui elle est écrivaine, et là en fait on va entrer un petit peu plus dans la sphère privée d'Alexis parce que l'histoire au présent va avoir un lien très étroit avec son histoire personnelle, et j'aime bien voir un petit peu les failles de ce personnage. Je trouve ça bien en fait de toujours... comment dire, de bien creuser ses personnages, de lui donner bien évidemment un caractère fort, mais également insinuer par-ci par-là quelques petites faiblesses. Et là, on sent qu'il y a une tension qui commence à grandir entre Emily et Alexis. Et on creuse un petit peu plus la carapace d'Alexis et j'aime véritablement bien en savoir un petit peu plus sur elle, aller la pousser un petit peu dans ses retranchements pour voir ce qu'elle va pouvoir donner dans la suite de l'intrigue. Donc je suis véritablement curieuse, j'ai hâte de le continuer. Et voilà, donc aujourd'hui nous sommes lundi. Qui dit lundi dit... routine skincare, petit bain et lecture dans mon bain. J'avoue que là j'ai très froid, donc j'ai hâte d'aller me plonger dans l'eau chaude bien moussante et de continuer ce livre. Ça va me faire extrêmement plaisir de me poser un petit peu et de lire, parce que voilà, j'ai pas beaucoup avancé et je trouve ça relativement frustrant, d'autant plus que ce livre, il est trop bien quoi. Donc voilà pour ma lecture en cours. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit point marque-page parce que ça faisait longtemps que je vous ai plus fait de minutes culturelles dans ces vlogs. Et là, j'ai un marque-page qui se prête parfaitement à cette minute culturelle. Donc en fait, c'est... Attendez, je vais mettre un petit porte-clés comme ça pour pas perdre ma page. Donc en fait, j'aime bien, vous le savez... matcher mes lectures à mes marque-pages, et là comme c'était un récit qui se déroulait en partie à Londres, j'ai sorti de ma collection de marque-pages un marque-page que j'ai acheté à Londres justement, et j'ai choisi de sortir, alors ouais, ça va être compliqué avec le reflet de l'écran,
mais j'ai sorti ce marque-page-ci, donc qui est en métal, que j'ai acheté au British Museum il y a 2 ans, quand je suis allée à Londres il y a 2 ans. Et en fait, ce marque-page représente les figurines de Lewis. Donc, ces figurines ont été découvertes sur l'île de Lewis. Au 19e siècle, et donc bah voilà, d'où les figurines de Lewis. Et en fait, ce sont des pièces d'échecs. Donc vous avez ici le cavalier, la tour, le fou, donc qui est sous les traits d'un évêque, un bishop. C'est comme ça qu'on appelle cette pièce en anglais, donc voilà, le bishop, qui est le fou. Le roi, la reine qui est extrêmement caractéristique avec sa main comme ça, elle a l'air dépitée, la pauvre. Et de nouveau encore une tour. Voilà, ici. Bien évidemment, les tours ont quand même une figure humaine hein, dans ce jeu de Lewis. Et alors, les pions, eux, c'est véritablement des pions. Enfin, ils n'ont pas de figure humaine. Seules les figures principales de ce jeu d'échecs, donc celles-ci, ont une apparence humaine. Et en fait, ce jeu, donc c'est des petites pièces en ivoire qui ont été découvertes donc, au 19e siècle sur l'île de Lewis, qui est, si je ne dis pas de bêtises, en Écosse. Et en fait, ce sont des pièces qui sont datées du XIIe siècle et qui viendraient apparemment d'un pays nordique. Alors, je me rappelle plus lequel. Et j'avoue que c'est un petit peu tout ce que je me souviens de l'histoire de ce jeu d'échecs. Et en fait, ça avait été l'un de mes objets coup de cœur quand j'avais été visiter le British Museum il y a 2 ans. J'avais particulièrement aimé la section égyptienne, mais également la section... alors je sais plus quelle section c'est, mais la section dans laquelle on peut retrouver du coup le jeu de Lewis. Et les pièces m'ont fortement fait penser également à celles que l'on peut voir dans le film Harry Potter à l'école des sorciers, donc avec cette fameuse scène où il y a le jeu d'échecs avec... Ah, ok. J'espère que ça n'a pas coupé, j'ai eu une notification de mon Apple Watch qui est apparue sauvagement tel un Pokémon sur mon écran. Bref, je sais plus ce que je disais du coup, mais oui, donc c'est un jeu qui m'a fortement fait penser à la scène donc de partie d'échecs dans Harry Potter à l'école des sorciers, bref, et donc c'était un véritable coup de cœur. Et quand j'ai vu que à la boutique ils avaient ce marque-page en métal qui représentait ces pièces, bah forcément j'ai pas hésité à le prendre avec moi. Donc voilà pour la petite minute culturelle extrêmement rapide. Hein. J'avoue que je ne suis pas une spécialiste sur les pièces de jeux d'échecs en ivoire du XIIe siècle appartenant à la culture nordique, mais au moins c'est ce que je me souviens de ma visite au musée. Je pense que l'essentiel a été posé ici, donc c'est parfait. Et voilà, c'est sur cette mini minute culturelle que je clôture ce 40e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me signaler que vous êtes passé par là et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable soirée, une agréable journée ou une agréable nuit, hein, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!